Salut, vous écoutez Conseil Immo by YouInvest, le podcast hebdomadaire pour les férus d'immobilier. Hello Alexia. Hello. Bienvenue sur le podcast. Merci. Alors comme ça fait un petit temps que tu n'es plus passée sur le micro, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Donc moi c'est Alexia. Je travaille dans l'immobilier depuis 10 ans et je suis aujourd'hui experte en estimation des biens. Donc je ne fais que ça. Je rencontre les propriétaires, j'écoute leurs projets et j'estime leurs biens. D'accord. Bon, écoute, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va aborder l'estimation de la valeur d'un bien. Alors la plupart du temps c'est utile lorsqu'on souhaite vendre une maison, Oui. mais ça peut être aussi intéressant lorsqu'on veut faire par exemple appel à l'effet de levier, c'est-à-dire utiliser la prise de valeur d'un bien A pour financer un bien B, par exemple pour l'achat d'un bien Oui, B. c'est ça. C'est quoi finalement les dangers lorsqu'un amateur, lorsqu'un non-professionnel de l'immobilier tente d'estimer lui-même la valeur de sa maison? C'est quoi les erreurs les plus fréquentes? Alors souvent les gens ont tendance un petit peu à surestimer leurs biens pour la simple et bonne raison que c'est leur bien et que c'est donc leur bébé. Ils y sont attachés Ils en y fait. sont fortement attachés, voilà exactement. Et donc ils ont tendance vraiment à se dire que ce bien a une valeur qui est en fait une valeur émotionnelle que pour un acheteur n'aura pas d'impact en fait sur le prix de son bien. L'autre erreur qu'il va faire peut-être, c'est se baser exclusivement sur une estimation qu'il va faire en ligne, en encodant simplement quelques critères et en disant mon bien par rapport à ça vaut plus ou moins ce prix-là et je vais lancer mon bien au prix que j'ai reçu sur l'estimateur en ligne pour ne pas payer des frais d'agence. Ça c'est je pense une des plus grosses erreurs qui peut se faire ici. Et qu'est-ce que tu penses finalement de ces propriétaires qui additionnent le prix d'achat plus les taxes et puis l'ensemble des travaux qu'ils ont réalisés dans le bien? C'est une bonne ou une mauvaise technique pour estimer son bien? Alors, c'est une bonne et une mauvaise technique. Ça veut dire que quand moi je fais mon estimation et que je remets le prix au propriétaire, j'ai tendance à poser cette question-là aussi de savoir, ok, à quel prix vous avez acheté à l'époque, combien de travaux vous avez fait plus ou moins, et on considère qu'il y a plus ou moins une plus-value de 3% sur les années qui passent. D'accord. Donc moi, ça me permet aussi de me donner une indication si je suis plus ou moins dans le bon aussi. Parce qu'effectivement, tout ça doit être pris en compte. Maintenant, il y a des personnes qui ont acheté malheureusement trop cher à l'époque, et donc ça, par contre, c'est un mauvais calcul, parce que si à l'époque, on a déjà acheté trop cher, plus on rajoute ces travaux, plus la plus-value, alors on est hors prix du marché. Oui, et puis arrête-moi si je me trompe, mais on a tendance aussi à dire que le retour sur investissement des travaux n'est pas toujours à 200%. Oui, ça dépend ce qu'on a fait comme travaux, effectivement. Et il y a des travaux qui ne vont pas plaire à tout le monde non plus. Exactement. Donc ça n'a pas la même valeur. Donc ça me donne à moi une indication, mais je dirais un propriétaire qui veut baser son prix de vente juste là-dessus en disant, voilà, j'ai acheté autant, j'ai fait autant de travaux, j'ai autant de plus-value, je mets ce prix-là sur mon annonce, sans réfléchir plus loin, ça, c'est pas un conseil à donner. Et alors aussi... comparer des pommes avec des poires, parce qu'on a tendance à regarder un peu sur ImmoWeb qu'est-ce qui se vend. Un bien n'est pas un autre, et clairement, notre métier a cette valeur ajoutée, c'est de pouvoir estimer de façon la plus juste à quel prix un bien doit être commercialisé aujourd'hui. Du coup, l'autre point, c'est de baser le prix de son bien par rapport au prix par rapport au prix du bien qu'on va acheter. Ah oui, donc se dire, ok, moi, j'achète à 300 000, du coup, je vais vendre ma maison à 300 000 euros. 300 ou 350 parce que j'ai besoin des frais de notaire et oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a des gens qui font ça, mais effectivement, j'ai besoin de autant, donc j'estime que mon bien devrait se vendre autant et pas une valeur réelle de marché. D'accord, ok. Donc, je résume, manquer d'objectivité, penser finalement que le prix, aligner finalement le prix de vente au futur achat qu'on veut faire, se baser sur les estimateurs en ligne ou comparer par rapport à des biens qu'on voit sur ImmoWeb, Immovlan, etc. Exactement, et se dire, ça ressemble plus ou moins à ça, je vais le mettre à peu près à ce prix-là. D'ailleurs, ça nous permet de donner une transition entre finalement les prix qu'on voit sur ImmoWeb, c'est pas nécessairement les prix de vente. Non. Justement. Donc en fait, moi j'estime que le travail de l'agent immobilier, c'est de déterminer le prix auquel le bien doit être annoncé sur les plateformes pour ne pas être hors concurrence. Mais ça ne veut pas spécialement dire que le bien est vendu à ce prix-là. Il y a des biens qui ont été négociés à la baisse et d'autres biens qui ont un effet coup de cœur ou un effet où il y a eu des gens qui ont surenchéri au niveau des prix et sont parfois vendus au-dessus de ce prix-là. Donc notre job à nous aujourd'hui,
c'est vraiment de déterminer à quel prix il faut mettre son bien sur le marché pour qu'on ne se grille pas et que le bien ne reste pas finalement trop longtemps sur les différentes plateformes. Ok, d'accord. On reviendra finalement sur cette notion de prix d'annonce et le phénomène de ne pas se brûler sur le marché de la vente. Par contre, j'aimerais bien enchaîner sur l'émergence des estimateurs en ligne. On va dire que c'est un phénomène assez nouveau. Depuis 5 ans, on en voit sur toutes les plateformes, sur tous les sites immobiliers, sur le site de WeInvest notamment. À quel point est-ce qu'on peut faire confiance à ces estimateurs en ligne ? Je dirais à 60%. D'accord. En fait, ça dépend vraiment beaucoup d'un bien à l'autre. Ce qu'il y a, en fait, c'est que l'estimateur en ligne est très restreint. Donc, ça veut dire qu'on va encoder des informations de base. La superficie du bien, le nombre de chambres, s'il y a un espace extérieur, un emplacement de parking, un garage, éventuellement l'année de construction du bien. Et en fonction de ça, l'estimateur va donner un prix, une fourchette. Moi, j'appelle ça une fourche parce qu'en général, il y a parfois 100, 150 000 euros de différence. Ah oui, c'est plus une fourchette. Non, voilà, c'est une fourche. Donc, moi, c'est vraiment, je me dis, bon, pour quelqu'un qui vient d'acheter son bien, qui veut avoir une idée s'il a acheté plus ou moins au bon prix, c'est bien d'avoir cette information via l'estimateur en ligne. Pour quelqu'un qui est vraiment vendeur et qui veut savoir à quel prix il doit mettre son bien sur le marché, pour moi, c'est clairement pas suffisant. Parce qu'effectivement, il y a plein d'autres éléments qui doivent entrer en compte quand on fait l'estimation de son bien. Notamment, un bâtiment qui a 600 € de charge, et ben malheureusement, ça va impacter sur le prix du bien. Ça, on ne sait pas le référencer dans notre estimateur en ligne, par exemple. Donc... Et du coup, je vais te challenger un peu plus. Si je vais sur 5 estimateurs en ligne différents et que j'encode les mêmes informations et qu'ils m'offrent tous une fourche un peu différente, est-ce qu'en faisant la moyenne de toutes ces propositions, je ne pourrais pas arriver à un prix qui est plus ou moins juste ? Tu pourrais. Mais comme je t'ai dit, d'un bien à l'autre, en fait, nous, on va arriver avec notre expertise et on va te dire, OK, c'est plus ce prix-là ou c'est plus la fourchette haute parce que vous avez justement un bien coup de cœur ou vous avez un bien qui est complètement rénové. Et dans ce cas-là, effectivement, on n'atteindra pas la fourchette haute. Donc, vraiment, d'un bien à l'autre, c'est complètement différent. Maintenant, si tu veux te faire une idée, mais de nouveau, pas dans le cadre d'une vente d'un bien qu'on veut mettre sur le marché. Si tu veux te faire une idée de combien vaut ton bien aujourd'hui parce que tu l'as acheté, c'était une croûte et tu as fait plein de travaux et qu'aujourd'hui tu veux savoir plus ou moins combien il vaut sur le marché, mais sans intention de le vendre, je pense que oui, en faisant une moyenne de tous ces prix-là, tu pourrais plus ou moins arriver à un prix qui sera juste. Mais le prix juste final, c'est l'acheteur qui l'a. C'est une fois qu'on a commercialisé, et ben, il y a parfois un client qui est prêt à mettre 20, 25 000 € de plus parce qu'il veut ce bien-là. Donc le prix final de vente, il n'y a qu'une personne qui l'a, c'est l'acheteur. D'accord, ok. Bon, du coup, toi, en tant qu'agent immobilier, tu l'as dit en introduction, tu es amené à réaliser plusieurs fois par semaine des estimations de biens. C'est quoi ta méthode à toi pour fixer le prix de la manière la plus objective possible ? Ben, je dirais que ma première méthode, c'est mon expertise. Je vois des millions de biens dans toutes mes années. Des millions, oui. C'est peut-être un petit peu excessif, mais j'en vois parce que t'es pas vraiment... si vieille. Non, effectivement. Mais en 10 ans, j'ai vu beaucoup de biens. J'en ai vendu beaucoup aussi. Donc, clairement, il y a une certaine expérience qui est là aujourd'hui. Donc, on connaît de plus en plus des quartiers. On a de plus en plus de références en se disant, bah, j'ai vendu tel appartement dans tel immeuble. Je sais que les appartements dans les immeubles Etrimo, par exemple, se vendent moins cher que dans des petites copropriétés. Voilà, c'est toute une expérience qui est mise en place. Et l'autre avantage aussi, bah, j'ai des super collègues avec qui on fait le point et qui eux aussi font des estimations, qui eux aussi voient beaucoup de biens et on compare toujours un petit peu avant d'annoncer un prix à un propriétaire. Donc je dirais que notre force à nous, c'est le groupe avec lequel on travaille et que dans le doute ou pour confirmer une estimation, on va vraiment se concerter tous ensemble. Ok. Bon, pour donner un peu de concret finalement aux auditeurs de ce podcast, quelles sont finalement toi les étapes et les choses que tu vas regarder lorsque tu rentres pour la première fois dans un bien pour justement fixer ces différents facteurs et te dire ok, là on va plutôt être sur 250 000 ou plutôt sur 150 000 ou plutôt sur 500 000. Ouais.
Je dirais que la première étape, c'est d'abord, moi je fais le tour du bien avec le propriétaire. Je lui demande vraiment toutes les informations techniques, les travaux qu'il a fait. Effectivement, un châssis double vitrage ou un châssis double vitrage avec isolation thermique acoustique, déjà ça fait une différence dans l'isolation du bien. On va regarder quand est-ce qu'il a rénové sa cuisine, sa salle de bain, les sols, en quelle matière c'est fait, s'il y a une porte blindée ou pas blindée, l'étage de l'appartement en fonction de quel étage il est situé dans un immeuble. Effectivement, on a constaté qu'un appartement au 9e étage va être plus cher qu'un appartement au 3e étage pour la simple raison qu'il a une vue. Voilà, donc ça s'achète aussi. Voilà, tout ça, c'est des éléments qu'on va collecter lors du rendez-vous sur place. Je vais aussi demander les informations financières, donc tout ce qui est charge. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus dans la copropriété? Parce que ça, un acheteur, il va peut-être s'engager sur refaire une façade et ça va coûter de l'argent. Donc ça va impacter le prix également. Le précompte immobilier, il faut savoir qu'il y a certaines communes où le précompte immobilier est excessivement cher. Donc ça aussi, c'est un coût qu'il ne faut pas négliger dans la vente de son bien, parce qu'au-delà de l'achat, l'acheteur, il va aussi payer ce précompte immobilier tous les ans. Je viens récemment d'estimer une maison et la dame part à cause de ça. Elle a un précompte immobilier de plus de 3 000 € par an. 3 000 € par an pour une famille, c'est quand même pas négligeable, en plus du prix d'achat des travaux à faire dans la maison, et donc tout ça. Et donc effectivement, pour moi, ce précompte immobilier impactera un petit peu le prix de vente aussi. En fait, tu te mets dans la peau de l'acheteur pour fixer finalement quels sont les éléments de convénience versus quels sont les freins lorsqu'il va potentiellement se positionner pour l'achat de ce bien. Oui, parce qu'aujourd'hui, un acheteur se renseigne énormément aussi. Il est conseillé aussi parfois par son notaire, donc il a énormément de questions. Et donc, en répondant à ces questions, il va choisir un bien plutôt qu'un autre aussi. Ok. J'imagine que tous ces facteurs que tu as évoqués, les finitions, l'étage, les charges, etc., ils n'ont pas tous le même poids. Comment tu fais? Tu les pondères ou tu les encodes? C'est difficile d'expliquer parce que vraiment, je fais ça avec vraiment une expérience. Mais oui, pour moi, ça va influencer mon prix. Si j'étais dans la fourchette haute, c'est certainement parce qu'il y avait des charges qui n'étaient pas trop élevées, parce qu'on est à un étage où il y a un espace extérieur, où il y a une belle vue. Voilà, tout ça, pour moi, rentre dans les points coup de cœur qu'un acheteur va pouvoir avoir sur un bien. Et à contrario, par contre, les éléments dépréciatifs, tu vas aussi les utiliser pour alors faire diminuer la fourchette. Oui. Et justifier ça auprès du propriétaire aussi. Et vraiment, ce que j'essaye aujourd'hui, quand je suis face à un propriétaire, c'est de lui dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, votre maison ou votre appartement, vous l'achèteriez pour ce prix-là, en sachant qu'en plus de ce prix-là, il y a des droits d'enregistrement, des frais de notaire, des travaux éventuels, et les charges à payer. Les propriétaires partent pour une raison. Donc ça aussi, il faut les confronter à la réalité, au-delà du fait qu'eux ont un coup de cœur pour leur bien aussi dans lequel ils ont vécu. Ok. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. À quel point la PEB aujourd'hui, elle impacte ton estimation de la valeur d'un bien? Alors, soit le PEB est très bon et ça impacte quand même assez fort le prix d'achat vers le haut, parce qu'effectivement, du coup, on sait que ces consommations vont être fortement réduites, donc on devrait payer moins de chauffage et on devrait consommer beaucoup moins dans un bien où le PEB est bon. Et aujourd'hui, un bien où un PEB est très mauvais, d'un autre côté, il y a des primes pour faire des travaux. Donc, en fait, le mauvais PEB, on va dire que c'est celui qui est entre les deux, parce que effectivement, soit on est très mauvais et donc on a des primes pour pouvoir faire ses travaux, soit on est très bon et donc du coup on sait qu'on n'a pas de travaux à faire. Entre les deux, on va peut-être devoir changer les châssis, la chaudière, et c'est des choses qui, si on veut faire les travaux, n'auront peut-être pas de primes pour faire ça. D'accord. Donc finalement, le pire PEB, c'est le D ou le E? Ouais, pour moi, parce que au niveau de l'estimation du bien, en tout cas, on va dire que c'est un PEB qui est vraiment entre les deux et donc qui ne bénéficiera pas d'une prime, mais qui est trop bon pour dire qu'on doit tout refaire. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu le entre-deux. D'accord. Bon, et du coup, une fois que tu as fait le tour de cette maison ou de cet appartement et que tu as encodé tous les éléments de la maison, tu les croises avec quoi? Avec un prix au mètre carré de la commune ou de la localité? Alors, le prix au mètre carré de la commune, donc ça va nous donner une idée. Maintenant, récemment, j'ai été faire une estimation d'une villa 4 façades avec piscine
clairement, le bien a été construit en 2004, il a un bon PEB, il est bien situé. Et ben, tout ça fait que je vais être un petit peu au-dessus de ce prix moyen parce que je sais que la moyenne va être un bien en plus ou moins bon état, avec peut-être déjà des bons châssis, avec pas trop de travaux, peut-être éventuellement juste la peinture, un peu de rafraîchissement, une cuisine qui est sympa, mais qu'on rénovera peut-être dans quelques années. Là, clairement, pour moi, pour ce bien-là, on va être au-dessus du prix moyen au mètre carré. Donc, si effectivement, on a des finitions un peu haut de gamme, clairement, on est au-dessus de ce prix moyen au mètre carré. Alors, nous, on a en interne un programme qui nous permet de faire justement des estimations et de comparer un petit peu qu'est-ce qui est mis aujourd'hui sur le marché. Et comme je disais au début, pour moi, le plus important, c'est de savoir à quel prix on va annoncer le bien aujourd'hui sur le marché pour ne pas être hors marché. Si vous annoncez un bien aujourd'hui à plus de 5 000 € du mètre carré sur une commune comme Auderghem, vous êtes hors marché. Et donc, malheureusement, personne ne va venir voir ce bien. Alors, ils vont cliquer sur votre annonce, ils vont regarder les photos, ils vont le sauvegarder en attendant que le prix baisse, mais ils vont pas venir. Et si nous, on n'a pas de visite, on sait pas faire notre job et on sait pas avoir d'offres. Donc voilà, moi, vraiment, mon job à moi, c'est de définir, OK, avec qu'est-ce qui est proposé sur le marché aujourd'hui, à quel prix moyen on va l'annoncer, et pour faire en sorte qu'on ait de la demande. Parce que sans demande, on sait pas vendre un bien. Ok, super. Je vais garder mes questions pour un peu plus tard parce que tu l'as dit, tu utilises des outils et des technologies. Est-ce que finalement, sur tes 10 années d'expérience dans l'immobilier, tu as vu une augmentation de ces outils, de ces technologies qui te permettent finalement d'être la plus impartiale possible? Parce que malgré tout, une estimation, c'est pas une science exacte. C'est ta perception de la valeur d'un bien. Et comme tu l'as dit, finalement, le seul qui a la réponse dans une estimation, c'est la personne qui l'a acheté. Quels sont les outils et les technologies que tu vas utiliser et qui sont venus finalement s'additionner sur le marché? Aujourd'hui, vraiment, on a des outils qui nous permettent de revenir même des années en arrière, de retomber sur des annonces qui ne sont plus en ligne. Et alors aussi, avec un groupe comme Winvest, on fait énormément de ventes. On a notre outil... votre base de données interne. Base de données, voilà, qui nous permet aussi de regarder à quel prix les biens ont été vendus et non pas affichés. Donc ça aussi, ça nous donne une idée plus précise. Donc clairement, ces outils sont très 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 utiles parce que il y a aussi toute une analyse du quartier qui est faite dans le programme et donc ça nous aide énormément à déterminer un prix qui est le plus juste possible. En tout cas, moi, j'essaye toujours dans mes estimations d'être objective. J'ai jamais envie de vendre du rêve à un propriétaire en disant « votre bien va se vendre 500 000 alors qu'il en vaut 300 juste pour signer un contrat avec un propriétaire. » Donc, clairement, pour moi, je suis toujours très transparente à ce niveau-là en disant « j'essaye toujours d'être la plus objective possible au niveau du prix. » Ok. Tu le disais, du coup, il doit y avoir une vraie différence entre finalement le prix d'annonce et le prix de vente. Tu peux nous expliquer du coup cette nuance et comment est-ce qu'on établit une stratégie de mise en vente face à ces deux prix parfois qui peuvent être différents? Alors moi, dans mes estimations, j'ai toujours 3 prix. J'ai la valeur prix de vente rapide, la valeur prix de vente du marché et la valeur prix de vente coup de cœur. J'ai 2 techniques pour commercialiser un bien. Soit on se dit qu'on part vers la valeur coup de cœur, parce que c'est effectivement un bien à tendance à être un bien coup de cœur, et on voit un petit peu comment réagit le marché. Dans la valeur coup de cœur, on va être peut-être 15% au-dessus du prix du marché. Ah oui, quand même. À savoir que chez Winvest, on a fait une petite moyenne et on a plus ou moins 7% de négociation au niveau entre le prix d'annonce et le prix de vente. Donc on est quand même relativement juste au niveau de nos prix. Et alors parfois il y a certains biens en fonction des communes où je vais faire un appel d'offres pour me situer dans le prix de vente du marché, voire un tout petit peu en dessous. Un appel d'offres, c'est quoi? Faire offre à partir de... c'est ça, exactement. Et donc ça, j'aime bien cette technique-là dans certaines communes, parce que ça marche pas partout, mais des communes comme Uccle, XL, qui sont quand même assez fort recherchées, dans ces communes-là, ça marche plutôt bien, parce que du coup, on va attirer beaucoup de monde. Donc faire l'appel d'offres fonctionne assez bien, parce qu'on va être un tout petit peu en dessous du prix du marché, donc beaucoup de gens vont venir voir le bien, et au final, en fait,
fait, on va toucher, c'est comme une pyramide, hein, on a le prix de vente rapide qui est tout en bas où on touche tout le monde, le prix de vente du marché où on va toucher plus ou moins 60% des clients, et le prix de vente coup de cœur où là on n'en touche plus que 10. Donc en fonction du bien, 10% est suffisant, mais en général j'essaie quand même d'être située dans le prix du marché, voire un tout petit peu en dessous, pour quand même avoir un maximum de visites et faire jouer cet effet de concurrence entre les acheteurs et essayer d'atteindre ce prix coup de cœur parce qu'il y a du monde qui vient visiter le bien. Ok. Est-ce qu'on utilise aussi le terme de prix psychologique comme on peut avoir dans les magasins, afficher quelque chose à 2,99 € à la place de 3 € pour essayer de jouer sur cette psychologie de l'achat? Oui, moi, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi c'est resté aussi dans mon cerveau, mais souvent, quand je fais un appel d'offres, c'est faire offre à partir de 2,99 ou faire offre à partir de 2,49, mais pas 2,50 ou pas 300. Je ne sais pas pourquoi ça reste, mais en effet, c'est vraiment... J'utilise ça dans mes annonces, en tout cas. Donc ça s'applique aussi dans l'immobilier. Okay. Comment ça se passe lorsque tu es confronté à un propriétaire qui veut beaucoup plus que l'estimation que tu as fait de la maison? Ouais. Alors, grâce à notre outil, on va lui prouver par A plus B que ça, c'est le prix. Il y a parfois des propriétaires un petit peu bornés. J'essaye toujours de conscientiser ces propriétaires-là en disant qu'un bien qui reste trop longtemps sur le marché parce qu'on l'a annoncé trop cher, c'est pas bon. Donc, nous, on a cette force en interne, c'est qu'on peut faire une vente privée. Et donc, en fait, c'est une vente sur notre base de données. Et exclusivement là-dessus, pour ne pas se griller au niveau des plateformes qui sont aujourd'hui beaucoup plus vues. Ça veut dire quoi, cette notion de griller sur le marché ? Aujourd'hui, on a plus ou moins une moyenne de 40 jours. Donc, ça veut dire qu'un bien qui est resté plus de 40 jours sur le marché, les gens vont commencer à se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il est là depuis aussi longtemps? D'accord. Et même s'il n'y a pas de problème, en fait. Même s'il n'y a pas de problème, exactement. Mais ils vont commencer à se dire, OK, je suis tous les jours sur ImmoWeb parce que je cherche. Ce bien est là, ce bien est toujours là, ce bien est toujours là. Au bout de 40 jours, on estime que le bien est grillé parce que les gens l'ont déjà trop vu. Et donc, ils commencent à se dire, OK, ce bien-là, je peux le négocier parce que en fait, il est là depuis longtemps. Donc, peut-être que le propriétaire en a marre et que, du coup, je peux faire une proposition et peut-être que ce sera accepté. Donc, nous, on veut éviter ce genre de choses. Donc, clairement, on conscientise au maximum un propriétaire à ne pas afficher un bien trop cher parce que c'est pas bon pour son bien et que ce serait dommage de perdre une belle offre qu'on n'aura plus parce que justement ce bien a été annoncé d'abord trop cher. D'accord. Et du coup, finalement, la force que tu évoquais sur le fait de d'abord tester le bien à la base de données, c'est quoi? C'est d'abord l'envoyer uniquement à nos futurs clients et voir un petit peu comment ça réagit avant de le publier sur les plateformes. Oui, donc en général, pour un bien standard, donc on va dire un appartement 2 chambres, on peut déjà avoir un matching de plus ou moins 30-35 personnes. Sur les 30-35 personnes, j'ai personne qui veut venir visiter le bien. Là, je vais dire à mon propriétaire, voilà, j'avais 30 personnes, ils ont tous reçu l'annonce, j'ai appelé peut-être 15 sur les 30, il n'y a personne qui veut venir. Du coup, effectivement, on sait que le bien est annoncé trop cher. Okay. Et donc, ce serait dommage de le mettre à ce prix-là sur les gros sites parce qu'on va se griller en le mettant à ce prix-là. Et donc voilà, ça nous permet un peu de tester le marché en sous-marin avant de le mettre, de le présenter au grand public. Pour un propriétaire qui vendrait seul son bien immobilier et du coup qui n'aurait pas la possibilité de le tester parmi une base de données, à quel moment il doit, lui, se dire « Ok, là, finalement, j'ai aucune réponse de la part des candidats acquéreurs, je dois diminuer mon prix de vente. » Est-ce qu'on parle en termes d'heures? Est-ce qu'on parle en termes de jours? À quel moment il faut se dire « Ok, là, il faut absolument que je rectifie le tir parce que sinon, on va droit dans le mur. » Personnellement, moi, au bout de 2 semaines, je peux déjà faire le bilan avec le propriétaire après avoir lancé le bien. Si au bout de 2 semaines, on a fait 10 visites, on a reçu une offre ou 2, déjà, on peut déjà... Enfin, voilà, ça doit bouger. En fait, aujourd'hui, quand on met un bien sur le marché, les premiers instants sont les moments les plus importants. Et j'aime bien dire qu'on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression quand on va lancer un bien. Et donc, clairement, pour moi, si la première semaine, déjà, il n'y a pas eu de visite, il n'y a pas eu de demande, c'est que malheureusement, on s'est planté quelque part. D'accord. Et est-ce qu'on applique... est-ce que le raisonnement est identique si jamais on n'a
pas du tout de demande, ou alors au contraire, on a des demandes, mais finalement aucune de ces visites ne se convertit en offre. Est-ce que ça veut dire la même chose ou est-ce que justement tu dois l'analyser de manière différente? C'est différent. Pour moi, c'est différent parce que ça veut dire qu'il y a un intérêt pour le bien s'il y a des visites. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas le prix qui coince. Ouais, Et donc là, il faudrait avoir le retour réel du client en disant pourquoi est-ce qu'il ne s'engage pas. Est-ce qu'en fait, finalement, c'est un bien où il y a trop de travaux et donc finalement, très peu de gens sont prêts à se lancer vraiment dans une rénovation complète. Voilà, aller chercher qu'est-ce qui coince au niveau de l'acheteur, pourquoi est-ce qu'il ne se positionne pas, puisque s'il y a de la demande, normalement, c'est que notre prix est relativement juste. D'accord. Et du coup, là... on appelle les visiteurs, enfin le propriétaire qui vendrait tout seul, ou même vous en tant qu'agent immobilier, vous appelez les différents visiteurs pour avoir un peu leur son de cloche. D'accord. Alors c'est plus facile pour nous parce qu'en général, comme nous on n'a pas d'attache avec le bien, c'est plus facile pour nous de demander un feedback concret parce que souvent quand c'est un propriétaire seul qui vend, il n'a pas le retour réel des clients. C'est plus difficile de dire à un propriétaire en fait j'aime pas la couleur que vous avez mis au mur que de dire ça à l'agent immobilier qui, on sait très bien, n'a pas cette attache. Donc oui, nous, après chaque visite, le lendemain, on repasse un petit coup de fil à tous nos clients et on leur demande, suite à notre visite d'hier, qu'est-ce que vous avez pensé du bien, qu'est-ce qui fait que vous allez ne pas vous positionner, enfin voilà, on pose ce genre de questions et on essaye de comprendre pourquoi le bien ne se vend pas si on n'a pas d'offre. Et alors, comment est-ce qu'on réajuste le tir? Alors, ce sera d'office une diminution de prix ou autre chose? Ouais, alors ça, s'il vous plaît, les propriétaires privés, arrêtez de mettre des annonces avec des prix barrés parce que ça, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les négociations. Ok, d'accord. Alors, je sais, ça coûte plus cher, mais donc... c'est pour ça que parfois on travaille avec une agence aussi, parce que nous, on se permet de retirer une annonce pendant quelques jours et on la relance en nouveau, comme un nouveau bien qui apparaît sur le marché, parce qu'il y a des nouveaux acheteurs régulièrement et on ne veut pas que cet acheteur-là qui arrive sur le marché se dise « Ah bah tiens, là il a déjà barré son prix, c'est sûr que soit j'y vais et je négocie à fond le prix, soit j'y vais pas parce qu'il y a quelque chose qui coince avec ce bien-là. » Ok, donc, oui, voilà, ça fait un peu effet solde. Ouais, exactement. Et votre maison n'est pas en solde. Ok, d'accord. Bon, écoute, moi j'ai l'impression d'avoir fait à peu près le tour. Est-ce que toi tu as un mot de la fin ou un dernier conseil à nous partager pour correctement estimer son bien et correctement le commercialiser? Faites attention parce que tous les agents n'estiment pas de façon objective un bien. Je sais que malheureusement, des concurrents ont tendance à surestimer des biens juste pour signer un contrat et vont vous appeler toutes les 2 semaines pour baisser le prix. Donc voilà, regardez comment a été fait l'estimation, regardez les comparables qui ont été pris, regardez un petit peu vraiment l'analyse du marché qui a été faite par cet agent et ne foncez pas avec le premier agent qui vous met un peu de poudre aux yeux en disant que votre bien vaut 100 000 € de plus que ce qu'il vaut réellement. Tu veux dire que, imaginons, je suis propriétaire, je fais appel à 3 agents immobiliers pour venir estimer le bien, mon bien. Il y en a un qui se démarque carrément parce que tout le monde m'a dit 250 000 et puis lui, il dit 300 000. Je me dis, ok, génial, au moins ça couvrira les frais d'agence. Et je vais gagner plus de sous. Mais globalement, peut-être qu'il n'a pas pris tout en compte ou justement, il se dit, ok, je surestime un petit peu la valeur, mais a posteriori, j'irai... signé, je peux baisser le prix. D'accord, ok. Ouais, malheureusement, il y en a qui font ça et je récupère quelques dossiers de clients qui ont finalement signé avec l'autre agence parce que l'autre agence avait estimé plus cher que moi et donc eux ont un peu grillé le bien en le lançant, en faisant la première annonce à un prix qui était pas correct. Et donc nous, on doit rattraper le coup derrière. On y arrive, mais voilà, c'est dommage que ça se passe comme ça. Donc voilà, ne vous laissez pas influencer non plus par ce genre d'estimation qui peut donner très envie, mais qui au final ne sont pas réalistes. Et du coup, tu le disais, bien comparer ce qui est comparable. Comment on se prémunit finalement face à des agents immobiliers qui pourraient être un peu... moins bien intentionné. Je pense que c'est une des professions qui est la plus détestée. On va pas se le dire parce qu'il y a ce côté agent immobilier cupide qui veut aller chercher le moindre euro. Comment est-ce qu'on s'assure que finalement l'estimation de l'agent immobilier, elle n'est pas là pour, justement, tu l'as utilisé, mettre de la poudre aux yeux et elle est réalisée sur base d'un calcul objectif. Juste comme exemple, mon rapport d'estimation fait une 10aine de pages. D'accord. Donc, vraiment, je montre toute une analyse qui a été faite dans le détail. Donc vraiment, celui qui me dit que moi, je ne suis pas au bon prix au niveau de mon estimation et
j'essaye vraiment toujours d'être la plus objective possible, mais j'ai ce rapport qui prouve aussi qu'il y a toute une analyse qui a été faite derrière. Celui qui vous remet juste une estimation sur une page en mettant prix coup de cœur, prix du marché, prix vente rapide, 3 lignes dans un email. Comment est-ce qu'il a déterminé ça? Donc, vraiment, regardez un petit peu comment est-ce qu'il a fait son travail, qu'est-ce que lui a vendu dans le quartier, poser des questions à l'agent immobilier aussi, depuis combien de temps il fait ce métier, comment... Voilà, une vente, c'est une collaboration avec un agent immobilier, donc rien n'empêche de faire un petit peu connaissance aussi avec cette personne-là. D'accord. On rentre dans l'intimité des gens, donc ils peuvent rentrer un peu aussi dans votre intimité. Okay. C'est bien noté. Merci beaucoup, Alexia. Je laisse tes coordonnées au cas où il y aurait des personnes qui voudraient te contacter, de faire l'estimation de leur bien. Avec plaisir. Génial. Merci à toi. Merci.